Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce jeudi 4 décembre. La visite officielle du président de la République de Biélorussie en Algérie a été marquée par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente. L'objectif est de consolider les relations entre Alger et Minsk et d'élargir les champs de coopération. La 5G est désormais disponible dans le pays, une étape décisive dans la modernisation des télécommunications en Algérie. Le déploiement des premières stations a commencé dans le cadre d'un plan national visant à étendre progressivement la couverture à l'ensemble du territoire. Coopération algéro-slovène, une nouvelle délégation de start-upers algériens s'est rendue en Slovénie où ils ont rencontré des experts slovènes spécialisés dans l'innovation pour partager leur expérience et explorer de nouvelles opportunités de développement. Le régime du Makhzen continue de plonger le pays dans un climat de corruption, fragilisant ses institutions et ses infrastructures. Un système qui peine à répartir équitablement les richesses, privant les régions les plus reculées de projets de développement. Une situation qui suscite l'indignation de la population. Et nous irons à Oran où la 12e édition du Salon international Elogia a ouvert ses portes. Plus de 190 exposants nationaux et étrangers y prennent part. Les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations en matière de maisons intelligentes, de design et de solutions immobilières. Bienvenue à tous. L'Algérie et la Biélorussie franchissent un nouveau cap dans leurs relations bilatérales. Les deux pays ont signé une déclaration conjointe sur le renforcement de leurs relations de partenariat et d'amitié. Plusieurs accords et mémorandums d'entente ont été conclus, touchant des secteurs clés comme l'industrie ou encore l'agriculture. Une démarche qui traduit la volonté d'Alger et Minsk de porter leur coopération au plus haut niveau. Walid Benouis. L'Algérie et la Biélorussie franchissent une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales à travers la signature par leur président d'une déclaration conjointe sur le renforcement de leurs relations de partenariat et d'amitié. À ce titre, les deux pays ont adopté une feuille de route pour la promotion de la coopération commerciale, économique, scientifique et technique pour la période 2026-2027. على إثر التوقيع على اتفاقيات التعاون التي تضع الشراكة بين بلدينا على طريق واعد في إطار مؤسساتي مستدام. كما أعرب عن ارتياحنا كذلك لنتائج ملتقى رجال الأعمال المحفزة على تكثيف التبادل التجاري وهنا أشير أن التبادل التجاري لا زال ضعيف وضعيف جدا إذن وتثمين فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. Et justement, pour accroître les échanges commerciaux algéro-biélorusses et valoriser les opportunités d'investissement, les gouvernements des deux pays ont procédé à la signature de plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente dans de nombreux domaines comme la coopération industrielle, agricole ou agroalimentaire. D'autres secteurs ont été renforcés par le développement rural et la pêche, la recherche scientifique, le développement technologique, l'entrepreneuriat et l'innovation. Et pour une coopération plus élargie, un mémorandum d'entente a été signé dans le secteur de la justice. La coopération militaire et technique a, elle aussi, été consolidée à travers un accord de coopération scellé par les deux pays. L'ensemble de ces accords confirme la volonté d'Alger et Minsk de hisser leur coopération au plus haut niveau possible. Une démarche qui s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de diversification des partenariats afin de renforcer la présence de l'Algérie sur la scène internationale et de s'appuyer sur des alliés fiables dans la réalisation de ses objectifs. La loi de finances 2026 a été adoptée lors d'une séance plénière à la majorité par les membres du Conseil de la Nation. Le ministre des Finances, Abdelkerim Bouzerda, a souligné que cette adoption constitue un engagement à appliquer ces dispositions, notamment pour améliorer le service aux citoyens et atteindre les objectifs de développement conformément aux instructions du président de la République. Je vous propose de l'écouter. بعد ما تم الآن التصويت على القانون
هو كلنا ملتزمين وبالأساس الحكومة ومصالح الحكومة على تنفيذ ما جاء في القانون. طبعا بالأساس هي تنفيذ الميزانيات، والميزانيات بالخصوص اللي تهم المواطن هي المرافق والاستثمارات المسجلة للسنة القادمة. Dans l'actualité également, la 5G est désormais disponible en Algérie. Elle permet une connexion à très haut débit, une réactivité améliorée et des téléchargements quasi instantanés. Le déploiement des premières stations a commencé dans le cadre d'un plan national visant à étendre progressivement la couverture à l'ensemble du territoire. Sami Darli. Elle était tant attendue et la voilà enfin active. La 5G est désormais présente en Algérie. Ce lancement marque une étape clé dans la modernisation des télécommunications en Algérie. Il ouvre la voie au déploiement des premières stations 5G selon un plan national garantissant une couverture progressive sur 6 ans, depuis les wilayas prioritaires jusqu'à l'ensemble du territoire national. Je suis très heureux et honoré de lancer aujourd'hui la 5G, la technologie 5G, avec le ministre et le régulateur. Vraiment, c'est un événement très important pour le citoyen algérien et pour le développement de l'économie et de la technologie en Algérie. La 5G, ce n'est pas que une vitesse de l'Internet, mais ça dépasse ça. C'est plus un développement dans l'industrie, dans l'éducation, dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, c'est un événement important pour nous, opérateurs de téléphonie mobile, et pour le pays. Donc, qui dit 5G, c'est l'évolution dans le domaine des télécommunications. Donc, nous, en tant qu'opérateurs de téléphonie mobile et acteurs majeurs dans l'écosystème des télécommunications, on se devait d'être prêts à intégrer la technologie 5G. Donc, aujourd'hui, c'est un acquis pour notre pays pour d'avoir activé la 5G. L'arrivée de la 5G constitue un saut technologique majeur. Débit beaucoup plus rapide que la 4G, une réactivité accrue, un téléchargement quasi instantané et une connectivité élargie au service des secteurs stratégiques et des villes intelligentes. Alors, nous avons assisté ce soir à un moment historique pour l'Algérie avec le lancement de la technologie 5G et Huawei qui accompagne le gouvernement algérien et l'Algérie depuis plus de 25 ans dans sa transformation digitale. Nous sommes aussi là pour accompagner tous les opérateurs de téléphonie mobile en Algérie pour le déploiement de la 5G dans les meilleures conditions possibles. Cet événement confirme l'engagement de l'État dans la transformation technologique et l'innovation, offrant aux citoyens et aux entreprises des infrastructures et services modernes conformes aux standards internationaux. Après une première mission réussie, une nouvelle délégation de start-upers algériens s'est rendue en Slovénie dans le cadre du programme ACEP. Sur place, ils enchaînent les rencontres avec des experts slovènes spécialisés dans l'innovation pour partager leur expérience et explorer de nouvelles opportunités de développement. Reportage de notre envoyé spécial à Ljubljana, Mriam Damis. C'est en Slovénie, pays pionnier de l'innovation en Europe, que la délégation algérienne de start-up est allée puiser de nouvelles idées. Cette immersion vise à enrichir leurs compétences et à élargir leur vision. Première étape de leur voyage, le Centre international de recherche sur l'intelligence artificielle, un acteur de référence dans le développement des technologies de pointe. Je pense que 2 éléments doivent être pris en compte. Le premier est la collaboration, une collaboration renforcée avec ces acteurs, car nous développons également des startups ici et nous en avons un grand nombre. Le second aspect consiste à impulser une dynamique plus forte pour promouvoir les technologies des 2 côtés, c'est-à-dire en Europe, comme sur l'autre rive en Afrique du Nord. Pour lancer votre activité, n'hésitez pas à contacter les autres acteurs afin de leur présenter vos solutions, car l'élément le plus important sur le marché, dans l'industrie et dans d'autres secteurs, est de construire des solutions ensemble et de favoriser la coopération entre les pays. Et justement, à travers ces échanges avec les acteurs slovènes de l'innovation, ces jeunes entrepreneurs découvrent de nouvelles approches, élargissent leur réseau et identifient des pistes concrètes pour renforcer leur développement. On a vu que le produit de notre école, il est assez intéressant. On a pu discuter avec des experts slovènes et on a vu qu'on pouvait discuter, échanger avec eux
en termes de connaissances en ce qui concerne l'intelligence artificielle. On a aussi rencontré des startups slovènes, on a pu collaborer avec une startup ici qui travaille dans l'optimisation des routes, etc. Donc on pouvait voir et échanger, et trouver des synergies avec eux, ce qui était vraiment le but de ce programme. Donc on a vu les recherches appliquées dans différents domaines de l'intelligence artificielle. Donc ils ont développé pas mal d'outils qui sont très très efficaces. Les domaines qui sont vraiment très intéressants, c'est le fintech, logistique, legal, mais ils travaillent surtout par rapport sous l'égide de l'UNESCO, parce que c'est dans le cadre des programmes Food et Education. Une initiative qui contribue à structurer le parcours de ces entrepreneurs et à préparer leur insertion au sein d'écosystèmes compétitifs à l'échelle internationale. C'est une expérience qui s'impose comme un véritable catalyseur de changement, offrant aux startups algériennes l'opportunité d'évoluer au sein d'écosystèmes d'innovation parmi les plus performants. Mariam Damis pour Canal Algérie depuis la Slovénie. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir le sud du pays pour un dépaysement total. Séduits par ses dunes majestueuses, ses ressorts historiques et son artisanat ancestral, ils viennent découvrir toute la richesse culturelle et naturelle du sud algérien. D'ailleurs, le lancement officiel de la 7e édition du Festival international du tourisme saharien a lieu aujourd'hui à Timimoun, sous le slogan Timimoun, un tourisme authentique et un sens légendaire de l'hospitalité. Et pour nous en dire plus, nous retrouvons notre envoyé spécial à Timimoun, Meissa El Bouhla. Meissa, bonjour. Que pouvez-vous nous dire sur le déroulement de cet événement ? Bonjour Yasmine, bonjour à nos chers et fidèles téléspectateurs. Nous sommes actuellement en direct de la ville de Timimoun, depuis la salle de cinéma plus précisément, où la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a prononcé son discours d'ouverture. Le Festival international du tourisme saharien lance sa 7e édition qui se tiendra du 4 au 6 décembre. Plus de 800 participants sont attendus pour mettre en valeur le potentiel unique de la ville de Timimoun, connue sous le nom de la ville d'Ersol Rouge. Au programme, journée d'études, animation culturelle, Fantasia et espace dédié aux artisans. Un rendez-vous qui vise clairement à renforcer la place du tourisme saharien comme moteur du potentiel local du tourisme. Merci de nous avoir suivis Yasmine. On vous tiendra informés lors des prochaines éditions. Merci à vous Meissa pour toutes ces informations. À Oran, la 12e édition du Salon international Elogia a ouvert ses portes avec plus de 190 exposants nationaux et étrangers. Le salon présente les dernières innovations en matière de maisons intelligentes, de design et de solutions immobilières, offrant un panorama complet des évolutions du secteur. Les détails avec Yasmine Amri. Une vision urbaine bâtie autour d'un seul objectif, réunir près de 200 exposants pour présenter leurs projets, leurs solutions de financement et guider le public dans l'accès au logement. Promoteurs et professionnels du secteur sont là pour informer, clarifier les offres et répondre aux attentes des visiteurs. On a 6 projets qui sont déjà livrés, complètement vendus. 4 qui sont en cours de construction. Dans tous nos projets, on a des projets moyens standing ou standing pour satisfaire le plus de gens possible. On utilise tout ce qui est en rapport avec les caméras pour la sécurité, parce que c'est très important à Oran ou même n'importe où dans le monde d'avoir une très bonne sécurité pour nos clients et nos locataires. Donc tout ce qui est technologie, donc résidence sécurisée, caméra dernier cri et tout ce qui va avec. L'ingénierie urbaine incite chaque participant à perfectionner son projet et cette édition se distingue par l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur réalisation. L'intelligence artificielle. Au programme, des projets résidentiels variés, des solutions de financement adaptées ainsi que des propositions d'investissement. Plusieurs stands misent sur l'innovation dans les matériaux, l'éco-construction et les délais optimisés de réalisation. On vend ce qu'on produit. Tout le produit c'est estampillé Made in Algérie. Il y a beaucoup de clients en Espagne, en France, qui prennent beaucoup, qui sont moins chers par rapport à ce qui se fait là-bas. En partenariat avec la Chine, on participe dans la 12e édition d'Elogia, ici à Oran, pour présenter nos produits au public. Toujours dans la pointe de la technologie, avec des technologies innovantes de construction, de réalisation, et même dans les appartements, l'ameublement des appartements, il y a des nouveaux designs, il y a des nouvelles tendances. Entre ambition et planification,
Et Logia 2025 pose les premières pierres d'une vision urbaine à long terme, un cadre pensé pour durer, mêlant modernité, confort, durabilité et sécurité. Perdre ces documents peut vite compliquer le quotidien, carte d'identité ou encore permis de conduire. Désormais, plus besoin de se déplacer au poste de police. La déclaration de perte se fait en ligne, simplement et rapidement. Accessible à tout moment, ce service vise avant tout à faciliter les démarches et à rapprocher l'administration du citoyen. Walid Benouis. Alors que la modernisation des services publics s'accélère partout dans le pays, la Direction générale de la Sûreté nationale franchit un nouveau cap. Elle met en ligne une plateforme entièrement dédiée aux déclarations de perte, outil pensé pour alléger les démarches et rapprocher l'administration du citoyen. Une évolution technologique qui pourrait bien redéfinir la relation entre l'usager et le service public. L'objectif du lancement de la plateforme e-déclaration est justement de simplifier la vie du citoyen et ainsi de réduire la pression sur les services de police. La fonctionnalité principale de cette plateforme est donc de faciliter le service aux citoyens en lui permettant d'enregistrer sa déclaration de perte à distance et de pouvoir l'obtenir signé automatiquement sur son email, sans avoir à se déplacer au service de police. L'usage de cette nouvelle plateforme se veut volontairement simple. L'usager se connecte au site, saisit ses informations personnelles dont le numéro d'identification nationale, puis choisit le type et le nombre de documents perdus, puis il ne reste plus qu'à suivre les étapes de vérification. Une fois la procédure validée, la déclaration lui parvient directement par mail. Une simplicité qui, selon les responsables, devrait encourager son adoption par les citoyens. Cette plateforme s'inscrit dans la stratégie nationale de la modernisation et de la numérisation du service public menée par la hiérarchie dans le but d'améliorer et de simplifier les services offerts aux citoyens. Elle vient compléter le parc numérique de la DGSN déjà en place, à l'instar de Allo Shorta. D'autres systèmes iront dans ce sens à l'avenir afin de poursuivre cette dynamique de modernisation. Donc, cette plateforme a été conçue avec les technologies modernes garantissant sa fiabilité, sa sécurité et aussi sa scalabilité. Elle interagit également avec différents systèmes à l'instar du registre de l'état civil pour valider automatiquement les informations d'identité. Une modernisation qui ouvre la voie à des démarches plus simples et plus rapides, exception faite en cas de perte de documents biométriques pour lesquels la procédure débute en ligne avant de se poursuivre auprès des services de police. Autant de mesures qui confirment l'engagement de la DGSN à accompagner les efforts de l'État en matière d'accélération de la transformation digitale. Dans le cadre de la concrétisation du programme des journées thématiques scientifiques et techniques de la Direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale, l'hôpital militaire régional universitaire d'Ouargla a organisé les 3 et 4 décembre 2025 les 16e journées médico-chirurgicales au niveau du cercle régional de l'armée à Ouargla, en 4e région militaire. Anis Chir. Du programme des journées thématiques, scientifiques et techniques de la Direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale, l'hôpital militaire régional universitaire d'Ouargla a organisé les 3 et 4 décembre 2025 les 16e journées médico-chirurgicales au niveau du cercle régional de l'armée à Ouargla, en 4e région militaire. Le général-major Tlemceni Omar, commandant de la 4e région militaire, a présidé la cérémonie d'ouverture en présence des autorités civiles et militaires de la région, d'officiers et cadres des unités de la santé de la région militaire, ainsi que des médecins et spécialistes relevant des divers établissements hospitaliers militaires et civils. Dans son allocution d'ouverture, le commandant de la 4e région militaire a mis l'accent sur l'importance qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire à ce genre de manifestations scientifiques qui constituent un espace d'échange de connaissances et d'expériences visant à développer le système de la santé militaire. De son côté, le directeur général de l'hôpital militaire régional universitaire d'Ouargla a mis l'accent lors de son allocution sur l'importance de l'organisation de ces journées médico-chirurgicales qui s'inscrit dans le cadre de la formation continue au profit des personnels militaires et civils relevant des services de santé militaire, ainsi que du personnel paramédical et des techniciens.
Ces journées médico-chirurgicales qui se sont étalées sur 2 jours ont été marquées par l'animation de plusieurs conférences et l'organisation d'ateliers permettant l'échange d'expériences et la consolidation de la coopération scientifique entre les différentes compétences nationales. Elles ont également constitué une opportunité pour enrichir les connaissances théoriques et pratiques ayant trait à la chirurgie, dans la perspective d'une meilleure prise en charge médicale des personnels de l'armée nationale populaire. Au Maroc, la répartition des projets de développement suscite une vive indignation au sein de la population marocaine. Favoritisme et corruption aggravent les inégalités régionales. Des milliers de Marocains investissent les rues du pays pour dénoncer une injustice qui perdure depuis bien trop longtemps. Anis Chir. Le régime du Marzane continue de plonger le pays dans un climat de corruption, fragilisant ses institutions et ses infrastructures. Un système qui peine à répartir équitablement les richesses, privant les régions les plus reculées de projets de développement, en rupture flagrante avec les principes d'équité et de justice que le Marzane prétend défendre. On nous avait promis une répartition équilibrée des projets entre les régions. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aucun projet n'a vu le jour dans le quartier de Mohammadi. Au lieu de bénéficier de projets de développement, les populations des zones marginalisées ont droit à des démolitions et des expulsions quasi quotidiennes. Leurs biens sont confisqués sans justification pour permettre à des riches investisseurs de s'enrichir davantage. Les gens ne sont pas encore relogés. Ça fait plus de 3 mois. Ils ne sont toujours pas relogés. À chaque fois, on nous dit d'attendre. Pendant ce temps, ils continuent de démolir et les gens se retrouvent à la rue. Le régime du Marzane semble ignorer toute notion de justice sociale où les droits les plus fondamentaux des citoyens marocains sont bafoués. Un régime qui réprime toute protestation dans la violence. Sport football, Coupe arabe 2025, premier match de l'équipe d'Algérie, détentrice du trophée face au Soudan, au stade Ahmed Ben Ali Stadium, pour le compte de la première journée du groupe D. La sélection nationale n'a pu faire mieux qu'un match nul face à son homologue soudanaise. Les détails avec Sarah Derbel et Hakim Kishrout. Les hommes de Majid Bouguerra ont bien entamé la rencontre en se procurant les meilleures occasions face à une formation soudanaise solide et concentrée. Les Verts ont dès l'entame de la rencontre imposé le rythme en mettant la pression sur leur adversaire. Mais ni Ben Debka, 10e minute de jeu, ni Boulbina, 24e minute de jeu, ou encore Berkane, 26e minute de jeu, n'ont réussi à concrétiser leurs occasions. En fin de première période, dans le temps additionnel, Adamounès prend un deuxième carton jaune synonyme de rouge et se voit expulsé à la 45e plus 5 pour un geste dangereux, laissant les Verts à 10. La rencontre va complètement changer. En début de seconde période, en infériorité numérique, les protégés de Majid Bouguerra vont subir le jeu en se repliant en défense et en se contentant de jouer la contre-attaque. Boulbina a d'ailleurs failli trouver la faille à la 52e minute de jeu. Sa frappe sera contrée. Malgré les ajustements tactiques et les changements opérés par Majid Bouguerra, notamment avec l'entrée de Slimani, Attal et Sayoud, les Algériens ne vont pas réussir à faire la différence. La rencontre s'achèvera finalement sur un score nul de 0 partout. Les premiers matchs, c'est Haka. Le premier match Haka, c'est toujours dur. Alhamdoulilah, كما قلنا شدينا السكور. Je pense que هذه نقطة ثمينة راح تلعب دور في les prochains matchs. Le carton rouge, ça a changé complètement le match. Donc ça reste un bon point, mais même si nous on voulait gagner à tout prix. Mais quand il y a des circonstances comme ça, il faut savoir se battre, il faut savoir montrer les valeurs de l'Algérie qui est toujours mouillé le maillot. Le match a basculé, on va dire, à partir du carton rouge. Forcément, quand on joue à 10, c'est plus pareil. Mais comme j'ai dit, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, voilà, on va rester positif. On va retenir la combativité des joueurs aujourd'hui, du groupe qui s'est vraiment battu, qui est resté solide. Et voilà, et comme ça va nous permettre de régler quelques petits détails pour le prochain match.
Les Verts affronteront le Bahreïn samedi prochain pour le compte de la deuxième journée du groupe D avec un seul objectif, gagner pour espérer passer au deuxième tour de la compétition. Pour rappel, les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale prévus les 11 et 12 décembre. Pour sa part, l'équipe irakienne s'est imposée face au Bahreïn 2-1 et prend la tête du groupe avec 3 points. Suivent le Soudan et l'Algérie avec 1 point, alors que le Bahreïn est dernier du groupe avec 0 point et qui affrontera samedi l'Algérie, alors que l'Irak sera opposé au Soudan. Et malgré la déception, les nombreux supporters des Verts après le match nul face au Soudan restent optimistes pour la qualification et espèrent un sursaut samedi prochain contre le Bahreïn pour se relancer dans ce groupe D. C'est un résultat ouguaner pour nous, mais Inch'Allah on va gagner face au Bahreïn et le meilleur reste à venir. Le début du match était bon, mais le carton rouge reçu par Ounes a fait que l'équipe a trop reculé. Les Soudanais nous ont dominés physiquement. J'espère qu'on se reprendra face au Bahreïn et aller loin dans ce tournoi. On espérait gagner cette rencontre, mais malheureusement, on n'a fait que match nul. L'expulsion d'Ounes en première période a changé complètement la physionomie du match. Le Soudan a dominé la suite de la rencontre et on n'a fait que défendre. Pourquoi pas gagner le prochain match face au Bahreïn et soulever une seconde fois le trophée? Le point positif, c'est qu'on n'a pas perdu. Le point du nul est un moindre mal. Cette expulsion d'Ounes nous a pénalisés. Inch'Allah, on se reprendra face au Bahreïn. Les coupes arabes toujours dans le groupe A après avoir créé la sensation lors de la première journée. En s'imposant face au Qatar, la Palestine tentera de rééditer l'exploit face à la Tunisie. Un match que vous pourrez suivre sur notre chaîne cet après-midi à partir de 15h30. À 18h, la Syrie, qui elle aussi avait pris le dessus sur les Tunisiens, à la surprise générale, sera opposée aux Qataris qui n'ont d'autre choix que la victoire. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur notre chaîne. Au revoir.